Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des économistes dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 10 octobre 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs. Vous écoutez le libre journal des économistes, l'émission La parenthèse libérale dans un univers étatiste. Je suis en compagnie d'Emmanuel Gave et de Fergan Aziari et nous parlerons aujourd'hui de la bioéthique, sous cet angle, les idées libérales peuvent-elles éclairer les questions de bioéthique ? Alors, je vais vous présenter un petit peu plus longuement mes invités. Et puis, on va m'aborder brièvement le thème, peut-être pour susciter vos questions. Si vous nous écoutez durant la tranche de diffusion midi 13h30 ce mercredi 10 octobre, nous sommes diffusés en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Emmanuel Gave, vous êtes avocate, vous êtes aussi responsable de l'Institut des Libertés. Alors, dites-nous peut-être un petit peu... ce qu'est l'Institut des Libertés. Alors, l'Institut des Libertés est un think tank, c'est-à-dire une société de pensée. Une société de pensée, voilà. Bien sûr, oui, car nous sommes sur la radio de la francophonie. Un club de pensée destiné à être un lieu de rencontre où l'on essaie d'expliquer pour le plus grand nombre ce que nous pensons être les idées importantes du libéralisme, qui ne sont pas que des idées économiques. Donc, il peut nous arriver également de parler de géopolitique, de bioéthique parfois. Et tout ça sur notre site internet, donc, qui est www.institutdeslibertés.org, ainsi que sur YouTube, où vous trouverez des vidéos éducatives de Charles Gave, qui est le président de l'Institut, qui souvent, lui, traite des questions d'actualité. Donc ça peut être des sujets sur Trump, ça peut être des sujets sur la Chine, ce genre de choses, qui vous permettent d'avoir aussi une vision un peu plus large de ce que les médias peuvent vous donner dans leur grande parenthèse enchantée d'information qui est celle de... J'avais envie de dire un mot anglais, donc depuis tout à l'heure, je tourne autour pour ne pas le dire, donc voilà. Quel était ce mot qu'on le traduise? Ça commence par main et ça finit par stream. Ah oui, d'accord, le courant dominant voilà, de la pensée. Voilà, le courant dominant de la pensée, voilà. Ouais, d'accord. Pensée unique. Alors, Fergan Aziari, j'ai mon petit dictionnaire d'ailleurs d'anglicisme traduit en français. Alors... il faut que je le sorte. Alors, Fergan Aziari, vous êtes journaliste et analyste indépendant en politique publique. Et donc, vous écrivez des articles et travaillez pour divers instituts, si vous pouvez en dire un petit peu plus. Oui, divers instituts, dont principalement l'IREF en ce moment, donc l'Institut de recherche économique et fiscale, et qui s'attache à produire des articles et des études en faveur de l'économie de marché de manière générale. Et parallèlement, je collabore avec d'autres médias nationaux. Je traite de l'actualité politique et économique, nationale ou internationale, entre autres choses. Voilà. On a la chance de vous voir désormais soit dans des débats du Figaro en ligne, soit sur RT France, qui existe aussi d'ailleurs sur les boîtes internet. Enfin, je ne sais plus quel est le numéro sur Free, c'est 539. Je ne connais plus non plus le numéro sur Free, mais en effet, j'ai eu l'honneur de participer à la première émission de Frédéric Tadei sur RT France sur la question de savoir si l'Europe était trop libérale ou pas assez. Et c'était passionnant, et d'ailleurs vous étiez le seul, on va dire, à traiter vraiment le sujet, me semble-t-il. Enfin, peut-être que je suis un petit peu partial dans ma vision des choses, mais en tout cas, et votre réponse d'ailleurs était que l'Europe n'était pas trop libérale. Pas assez en tout cas, en effet. Pas assez, à coup sûr, oui. Et je vous félicite quand même d'aller vous confronter comme ça à des gauchistes ou des étatistes, ainsi que Laurent Papier d'ailleurs, que j'ai vu aussi sur RT France. Tout à fait, sur le sujet un peu plus difficile de l'immigration. En ce moment, c'est pas le sujet le plus facile à traiter, donc
Oui, alors nous l'avions traité Félicitations, d'ailleurs, mais oui. enfin nous l'avions traité entre libéraux au mois d'août avec vous, Fergan Aziari, et au mois de juillet avec vous, et au mois d'août avec Bertrand Lemenissier et Christophe Selzer. Une émission qui avait beaucoup intéressé nos auditeurs, je crois. Donc en tout cas, ils nous l'avaient dit. Et donc on continue sur les sujets un petit peu difficiles. Sur la question de l'immigration, hein, l'idée était d'expliquer que si nous autorisions le commerce avec les pays pauvres, leurs ressortissants pourraient s'enrichir en commerçant avec nous sans forcément devoir migrer. Et que c'était déjà une première solution, puis aussi cette idée bien connue chez les libéraux qu'en général l'aide internationale prend de l'argent aux pauvres des pays riches pour les donner aux riches des pays pauvres, et finalement maintient les structures socialistes de ces pays qui sont les raisons principales de la fuite de ces migrants, disons. Enfin, donc voilà. Je résume très rapidement une argumentation qui évidemment était beaucoup plus complexe, et bien évidemment, puisqu'on a eu quelques réactions d'auditeurs, sans jamais nier aucun des problèmes liés à l'immigration. Hein, ça n'est pas la question, c'est d'essayer de voir quelles étaient les solutions que les idées libérales pouvaient apporter à un problème comme l'immigration. Ou comme les migrations humaines, on va dire, plus généralement, puisque la France a le don de faire fuir aussi vers l'étranger ces sièges sociaux, ces diplômés, ces jeunes diplômés, ces riches, voilà, un petit peu tout le monde, voilà, pour faire venir des gens qui sont intéressés par l'aide internationale. Et même pas d'ailleurs, c'est terrible, parce que on voit beaucoup de migrants très entreprenants qui préfèrent aller en Angleterre, qui attendent à Calais, etc., qui sont même pas intéressés par la France, on va dire, oui. qui veulent... Qui veulent s'en sortir, donc ils partent en Angleterre. Voilà, qui veulent s'en sortir, donc qui tiennent à aller en Angleterre. Alors, beaucoup d'actualités libérales dans la catégorie, quant à l'actualité politique, j'ai lu hier dans Le Point, un article d'ailleurs, je crois, qui est repris de l'AFP. Alors, Le Point en ligne, et il y avait Emmanuel Macron, alors que nos auditeurs nous pardonnent, dans un salon qui devait s'appeler la French Tech. Donc les entreprises comment ça s'appelle, d'autres technologies, de pointe, françaises. Et donc il dit la France s'apprête à créer une start-up d'État pour donner une visibilité aux agriculteurs qui abandonnent ou n'utilisent pas de glyphosate. Voilà. Et on fera l'annonce dans quelques jours, dans quelques semaines, continue-t-il. Moi j'ai demandé, c'est toujours Emmanuel Macron qui parle, cette start-up aux équipes parce que je ne lâche jamais une bataille. Voilà, et puis créons une start-up d'État qu'on va incuber. On va voir comment on l'appelle, avec un message disant « Je m'engage contre le glyphosate », a expliqué le président de la République. Tous les agriculteurs qui sont prêts à y aller s'inscrivent. C'est toujours Emmanuel Macron qui parle, bien sûr. Hein, rendre la chose visible, mettre la pression sur les autres, créer la traçabilité pour dire tout ce qui est fait sans glyphosate. Poursuivi donc le chef de l'État. Voilà. Voilà, on sort du glyphosate en 2 ans, on le fait grâce à la technologie, va-t-il continuer? Voilà, alors c'est absolument dramatique, évidemment, de dramatique, dommage que notre ami, monsieur Fred Aftalion, n'est pas là pour... ne soit pas là, oui, bien sûr, absolument. Pour commenter... Oui, mais c'est surtout, c'est pas tellement le glyphosate qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est surtout l'idée d'une start-up d'État, c'est-à-dire l'idée que l'État français va incuber une start-up initiée par le président de la République. On est vraiment au bout de l'idée d'État stratège et de... Enfin, c'est totalement... on est purement dans la communication, d'autant plus qu'aujourd'hui il existe déjà des labels pour identifier les produits qui n'utilisent pas de glyphosate. Alors, bien évidemment, je pense au label agriculture biologique notamment, alors qui entretient quand même une confusion, c'est-à-dire que beaucoup de Français qui achètent ces produits pensent qu'en achetant un produit labellisé bio, eh bien, on s'affranchit des pesticides, ce qui est faux, ce qui est une tromperie marketing. Alors, beaucoup l'entretiennent, mais la réalité, c'est que le cahier des charges devant être respecté pour obtenir ce label bio ne prohibe que les pesticides de synthèse. Et donc, bien sûr, oui. Donc le pot, comment s'appelle dans la bouille bordelaise. La bouillie bordelaise, voilà, par exemple. J'aime aussi beaucoup l'idée, pour les personnes qui connaissent la vie des agriculteurs, qui ont des journées extrêmement chargées, qui se lèvent à 5h du matin et qui souvent ne débauchent pas avant 19h30, le reste de temps libre, n'est-ce pas? Ils vont le passer à faire quoi? Une activité soi-disant disruptive, je ne sais pas ce que le président voulait faire, animer des réseaux. S'inscrire sur des sites et aller voir des confrères pour disrupter, je ne sais pas quoi, dans la société. Mais enfin, quand vous avez une vie d'agriculteur, vous avez des bêtes, vous avez autre chose à faire quand vous avez du temps libre que vous allez avoir
avoir des amis, aller boire un coup. Vous n'allez pas faire du disruption, je ne sais pas quoi, sur des réseaux sociaux pour monter. Enfin voilà. Ça manque probablement sa jeune entreprise de croissance, pour parler français, manque probablement d'études de terrain. Ça manque de réflexion terre à terre de ce qu'est encore une fois la vie des agriculteurs aujourd'hui en France qui cherchent une solution, mais la solution ne se trouve pas dans ce genre de message très policé qui est complètement dans la com et qui n'a rien à voir avec leur vie. Oui, et ça montre surtout, à mon avis, l'impuissance du personnel politique à faire triompher la raison, parce que moi je suis convaincu encore une fois que ces gens ne croient pas du tout en ce qu'ils proposent, mais ils sont soumis à une pression effectivement populaire, à une pression des masses qui aujourd'hui victimes d'une certaine forme d'obscurantisme sont convaincus que l'agriculture puisse être complètement affranchie des pesticides, ce qui est une folie. Enfin, il faut quand même rappeler pourquoi on a inventé les produits phytosanitaires. Il faut quand même rappeler... Alors ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des solutions, que les coccinelles peuvent fonctionner pour manger des pucerons, etc. Enfin, on peut trouver de nouvelles solutions plus respectueuses, on va dire, de l'environnement. Mais de la légiférer pour interdire ceci ou cela, oui. Voilà, l'usage des pesticides en soi, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé lors de la révolution industrielle. C'est quelque chose qui est aussi vieux que l'agriculture. Alors avant, on utilisait des pesticides dits naturels. On a progressé avec des pesticides de synthèse. Et on oublie aujourd'hui les raisons pour lesquelles on utilise ces produits. C'est-à-dire qu'avant, nous vivions dans une insécurité alimentaire permanente du fait... de l'existence d'organismes nuisibles. Et aujourd'hui, c'est comme si finalement... un peu comme des enfants gâtés, nous nous rébellions contre le système qui nous a nourris et qui nous a sortis de l'indigence à maintes reprises, justement, en permettant à l'humanité de s'alimenter beaucoup plus efficacement. Bien sûr, et alors il a réitéré dans un autre discours à Station F en disant aux entrepreneurs, votre ami c'est l'URSSAF. Alors là, on est... les connaisseurs apprécieront. Oui. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'actualité politique. Le pouvoir ne va pas très bien en ce moment, d'ailleurs, on pourrait dire. Enfin, on n'est pas là pour commenter. On attend le fameux remaniement qui a l'air de prendre beaucoup plus de temps que de traverser la rue. Mais ça devrait arriver d'ici à vendredi. Ça arrivera. Voilà, bien. Fergan Aziri, est-ce que vous pourriez circonscrire un petit peu ce sujet sur la bioéthique pour que nos auditeurs sachent bien de quoi on va parler pendant cette émission? Alors, circonscrire ce vaste sujet qu'est la bioéthique, alors, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'en ce moment, donc, on discute la révision des lois bioéthiques en réfléchissant à la possibilité de la légalisation notamment de la GPA, GPA, gestation pour autrui, ainsi que l'extension éventuelle à la procréation médicalement assistée pour tous les couples, même si j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron avait encore quelques réticences de peur de ne pas brutaliser les consciences comme il l'a récemment dit dans un entretien à je ne sais plus quel journal, ça peut se retrouver. Et donc l'idée ici, c'est d'interroger finalement la définition de la famille à travers la révision de ces lois bioéthiques sur les questions liées à la procréation, et de confronter peut-être une vision statutaire de la famille et discuter l'opportunité d'introduire une vision plus contractuelle peut-être des cellules familiales. Alors je sais que ça va faire débat avec Emmanuel Gave sans doute. Emmanuel Gave, est-ce que ça va faire débat? Alors moi, déjà pour replacer dans le contexte, je pense, et on le dit souvent, que le libéralisme est un moyen du droit. C'est-à-dire le libéralisme émane de caractéristiques juridiques, de principes juridiques. En tant que tel, si le droit est tout pour un libéral, en ce qu'il définit, le reste en découle. Et donc, pour moi, pour la GPA, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est, en tant que juriste, en tant que personne qui respecte le droit, quelle est la personne à protéger dans le contrat? Quelle est la personne la plus faible? Car c'est toujours le devoir d'une société libérale, démocratique. Or, le plus faible, pour moi, ça va être l'enfant. Ça va être l'enfant ou, à la rigueur, la mère porteuse qui pourrait faire ça par besoin
et non pas par envie. C'est-à-dire qu'on pourrait concevoir dans ces cas-là l'exploitation. Donc notre devoir en tant que société moderne, voire libérale, n'est-il pas de protéger le plus faible dans l'échange contractuel et de viser à ce qu'il n'y ait pas donc d'exploitation d'autrui. C'est pour ça que je n'ai pas de problème avec le fait de dire contractualisons, mais j'ai un problème à dire partons du contrat et déroulons la situation à partir de là. Pour moi, la situation est différente. On part du droit et on déroule dans l'autre sens en disant, à la rigueur, oui, les contrats pourront être un moyen, mais ça n'est pas, en tout cas, une finalité. Et je pense que de penser la société en termes de finalité contractuelle, c'est un contresens total de ce qu'est le libéralisme. Bien. Bon, bien. Je vous ai mis de bonne humeur. Oui, non, très bien, très bien. Alors, venons-en peut-être à l'actualité politique. Alors, l'actualité politique, c'est un peu vous qui l'a faite, Emmanuel Grave, puisque nous avons découvert, avec étonnement, que vous étiez sur la liste des amoureux de la France. Des amoureux de la France, donc qui n'est pas exactement donc Debout la France, mais qui est quand même conduite par Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, avec d'autres... avec Jean-Frédéric Poinçon. Avec Jean-Frédéric Poisson, oui, d'accord. Et Bruno Norst, qui est le CNIP, qui est le plus vieux parti français. Voilà, Qui est quoi alors dites-nous un peu plus sur ce plus vieux parti français, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est le parti des paysans chrétiens, attendez, je ne sais jamais faire les acronymes, oui. CNIP. Oui, CNIP, oui, j'avais déjà entendu parler. Voilà. Oui, d'accord, ok, oui, pardon. Et donc voilà, l'idée est de faire une espèce... Et donc, nous, qui rejoignons aussi le mouvement, c'est d'essayer de faire une espèce d'alliance des droites qui pensent aujourd'hui que le plus grand des combats, c'est de revenir, de récupérer nos souverainetés, parce que si nous ne récupérons pas ce minimum de souveraineté, que ce soit sur la monnaie, sur nos frontières, sur 1001 sujets qui aujourd'hui font la France, il n'y aura plus besoin d'avoir ni des libéraux, ni des conservateurs, ni des souverainistes. Aujourd'hui, il faut régler ce problème-là et après, on pourra à la rigueur se séparer par groupe de deux pour voir qui est plus libéral, qui est plus... Mais pour l'instant, pour nous, il y a une véritable urgence qui est celle-là. D'accord. Alors, de toute façon, il faut saluer, c'est très courageux de se présenter, de se soumettre à la sanction du vote, on va dire. Donc, bravo déjà Je pense que ça va être une expérience assez amusante. De prendre ce risque. 6e sur la liste de Nicolas Dupont, conduite par Nicolas Dupont-Aignan. C'est les amoureux de la France. C'est une bonne place parce que les élections européennes en général peuvent donner lieu à des surprises. C'est souvent là qu'on a vu, je crois que c'est là qu'on avait vu qu'on avait vu Le Pen en 84 faire 11%, on a vu oui, parce que c'est une proportionnelle à un tour, ce qui fait que ça, mathématiquement, ça bénéficie aux petits partis, car tous les Français votent, et ensuite on reporte le pourcentage de voix que votre parti a eu par rapport au dénominateur de tous les Français. Et bien ça, et puis il y a je crois aussi un autre élément, c'est le fait que comme c'est des élections européennes et que les Français s'en fichent un petit peu, qu'il y en a même à peu près la moitié qui sont pas contre le fait de sortir de l'Europe, ils votent un petit peu pour le plaisir, on va dire, davantage que avec la sensation. Oui, et surtout les gens dans les petits partis sont très souvent très mobilisés. Oui. Que ce soit au Rassemblement National ou chez Debout la France, les militants sont très mobilisés et donc vont voter. Alors que les gens qui ont pu voter sur un malentendu pour M. Macron, s'il fait beau ce jour-là en mai, à mon avis, iront pêcher ou iront mettre un transat au soleil. Donc en général, la mobilisation est plus forte aux extrêmes. Du reste, je pense que les Insoumis font peut-être un bon score aussi, si toutefois ils se présentent. Enfin, on est encore dans les prémices de... Normalement, la campagne officielle commence en novembre, donc c'est vrai qu'on est dans les débuts, ça devrait arriver très vite. Là, je rappelle que les élections auront lieu le dimanche 26 mai 2019 pour les Français. Et les listes seront déposées à ce moment-là. Et donc, officiellement, ça va commencer à candidater en novembre. Et on ne sait toujours pas, effectivement, qui les Républicains vont proposer. Alors, il y a 2 écoles. Donc, il a été proposé à Barnier, qui quand même est... ce qui a fait qu'on est aujourd'hui dans l'Europe dans laquelle on est, et d'autres penchent en disant mais il y a des gens comme Nadine Morano qui seraient effectivement beaucoup plus punchy dans la liste républicaine. Punchy, alors ça c'est pas bien, ça c'est pas très francophone. C'est pas très francophone, et plus dynamique. Plus dynamique, différent de certains eurocrates. Incisive. Voilà. Et donc on verra bien. Et alors pour ce qui est de M. Macron, on a déjà du mal à trouver un ministre de
l'Intérieur, donc je ne sais absolument pas qui va diriger la liste des européennes. Ça va être une belle surprise. Voilà, donc vous avez une petite chance d'être élu. Alors évidemment, la question, vu le statut très enviable des députés européens, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous ferez croquer vos vieux amis du journal de Libre, au journal des économistes, si jamais vous êtes élu? Alors j'entends tout et son contraire. Alors j'ai vu une histoire de rémunération, donc de présence je crois que c'est 6 000 €, donc en salaire, quelque chose. Après, je crois qu'il y a 120 € à chaque fois qu'on va à une séance. Il y a ces sortes de jetons de présence. Après, on a soi-disant quelque chose aussi pour ces assistants parlementaires. Bon, ça, je qui est non négligeable, je crois. Enfin, mais moi, je compte en prendre des vrais, donc je compte les payer. Si j'y vais. Ah, mais alors, si vous la jouez honnêtement, je veux dire. Oui, c'est pour ça, je sais pas si. Alors on croquera rien, alors bon, tant pis. Non, je vous raconterai, mais je. D'accord, oui, ça, on sera très, très. Mais je compte le faire pour de vrai, vous voyez, c'est embêtant, j'ai ce genre de caractère, quand on me demande de faire un truc, je le fais vraiment, donc. D'accord, très bien. Bon, derrière ça, évidemment, on est un petit peu surpris de vous voir, vous, que nous connaissons comme une grande libérale et que nous entendons souvent donc à ce micro défendre des idées très libérales, vous placer derrière un étatiste comme Nicolas Dupont-Aignan, qui est quand même très étatiste. À propos d'état stratège dont je parlais tout à l'heure là pour Emmanuel Macron, il nous a rebattu les oreilles un petit peu lui aussi. Lui aussi. À part François Fillon qui était absolument contre et qui l'a dit, qui disait que par principe il était contre l'état stratège. Tous les autres candidats, je crois, de la dernière élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan n'était surtout pas le seul à parler d'état stratège. Mais enfin, disons, lui en plus il en a une vision très gaullienne, je crois, donc ça nous promet quoi, des commissariats à l'énergie atomique, des trucs comme ça, etc. Enfin, on est c'est vrai, c'est vrai que alors il y a plusieurs analyses dans ça. Il y a la première que j'ai déjà pointée du doigt, qui était de dire je pense qu'il y a une urgence sur les souverainetés, en l'espèce l'immigration, les frontières et la perte de notre souveraineté monétaire. Donc on va mettre ça de côté. La deuxième, c'est effectivement, Nicolas Dupont-Aignan a une vision beaucoup plus colbertiste que je ne peux l'avoir en tant que libéral, mais tous les partis français ont ça. Or, si on fait une analyse, nous, en tant que libéraux, on est effacé de la carte depuis, on va dire, le milieu des années 80. On avait quelques ministres encore sous Chirac, on avait Longuet, on avait des gens 86, comme ça. 86-88, vous pensez à cette période-là, oui. Voilà. Et déjà, on était très léger. Oui, c'était léger. Quand on pense que, à l'époque, les libéraux représentaient quand même, et siégeaient même à gauche pour certains, Bastia siégeait à gauche, on se dit, mais où est-on parti ? Et on existe encore. Donc peut-être une idée, il nous appartiendrait peut-être aujourd'hui de composer avec autrui pour essayer, non pas de se compromettre, mais d'essayer de rejouer dans la cour des grands. D'accord. Alors, ce qui nous permet aussi d'apporter notre voix au chapitre. Par exemple, dans la rédaction du programme européen, il y a des choses qu'on a essayé de mettre en exergue. Y êtes-vous parvenu ? Aujourd'hui, oui, mais je dois dire que c'est un peu 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage, parce que quelquefois on a l'impression que des choses sont actées, et puis on revient 2 semaines après, et on retrouve plus dans le programme. Alors, c'est la vie politique, hein. Emmanuel Gave, il va falloir vous y faire. C'est un peu déroutant, comme par exemple la séparation des banques de dépôt et des banques, ce qu'on appelle les banques casinos et les banques de dépôt. Le fait aussi que, quelque part, l'épargne des Français n'a pas à revenir toute à Paris et qu'on pourrait garder en région justement pour permettre de financer dans les régions et peut-être aussi en réactivant la Banque de France, parce qu'autrefois, la Banque de France, par exemple, permettait d'escompter les effets de commerce entre 2 parties dans un échange commercial et ça permettait d'avoir une certaine pérennisation des échanges commerciaux. Or, avec Lisbonne, cette chose-là a disparu, on ne sait pas pourquoi, ce qui fait qu'aujourd'hui, les commerçants sont obligés de demander des lignes de crédit, imputant ainsi leur capacité d'emprunt. Ça n'a aucune raison d'être. Donc l'idée, ça serait d'essayer de se réapproprier des choses qui nous ont été capturées par Bruxelles, sans aucune véritable raison, parce qu'ils n'en font pas grand-chose de plus là-bas, afin de permettre aussi, en région, parce qu'encore une fois, on est beaucoup trop centralisé à Paris, l'idée, c'est de décentraliser, de ne pas aller vers ce fédéralisme, d'État, ce libéralisme autoritaire qu'on essaie de nous imposer, de reprendre en tant que France des capacités de gestion et à partir de là, on verra ce qu'on en fait. Mais les européennes, pour l'instant, il y a des questions effectivement qu'on peut dire, est-ce que vous êtes pour des nationalisations, pour ci, pour ça, mais on n'en est pas là. Aux européennes, c'est pas la question qu'on pose. Voilà.
Fergan Naziari, une réaction? Alors, oui, il y a pas mal de choses à dire. Alors, sur le besoin de retrouver de la subsidiarité en Europe, je ne peux que souscrire à ces propos. Effectivement, je pense que l'utopie d'une intégration politique est tout à fait indésirable et que la clé de la prospérité de la civilisation européenne réside à la fois dans une véritable décentralisation, une décentralisation radicale des centres de décision pour conforter la pluralité des systèmes juridiques. C'est ce qui a longtemps alimenté la prospérité de la civilisation européenne. Vous avez une littérature académique abondante qui explique que la clé de l'épanouissement de l'Europe par rapport à d'autres civilisations comme l'Asie, a longtemps résidé justement dans la fragmentation politique, dans la fragmentation juridictionnelle, dans la concurrence des législations, dans la concurrence à l'intérieur d'un même pays, des fiscalités, à l'intérieur d'un même pays, à l'intérieur d'un même continent, parce que finalement, on observe que la concurrence des institutions et des juridictions est le moteur le plus puissant d'incitation à la bonne gouvernance, et que effectivement le fédéralisme européen et la volonté d'harmonisation et de centralisation à l'échelle européenne risque de nous faire perdre effectivement cette diversité institutionnelle dont nous avons absolument besoin. Existe-t-elle encore? Elle existe. Aujourd'hui, il y a une question de degré, c'est pas un interrupteur, c'est une question de degré. Il existe encore aujourd'hui une pluralité de régimes réglementaires et fiscaux en Europe, fort heureusement, mais aujourd'hui, effectivement, les élites européennes et fédéralistes ont une vision finalement très jacobine qui a très peu à voir au fédéralisme. C'est là le paradoxe. Le fédéralisme, c'est quand même à la base la doctrine de la subsidiarité, et aujourd'hui on nous vend une Europe qui aurait vocation à harmoniser tout et n'importe quoi sous prétexte de faciliter les échanges, alors qu'un marché intérieur, une zone de libre-échange peut tout à fait s'accommoder d'une pluralité de régimes réglementaires et fiscaux. Donc même que le droit a émergé, comme vous le disiez grosso modo, mais essentiellement d'ailleurs, pour une large part au XIIIe siècle par une concurrence des juridictions. Et d'ailleurs, c'est la doctrine qui a longtemps prévalu en Europe, c'est-à-dire que le principe du Cassis de Dijon, qui fondait par exemple l'intégration des marchés nationaux sur la base de la reconnaissance mutuelle des normes, était précisément un moyen de faciliter la circulation des marchandises entre États-nations, tout en obligeant les États à reconnaître les législations étrangères pour laisser aux producteurs et aux consommateurs le choix de sélectionner les normes, les réglementations qu'ils préféraient. Malheureusement, cette vision de l'intégration européenne s'est perdue au profit d'une vision jacobine, uniformisatrice, qui, je crois, est dommageable pour l'émulation institutionnelle au sein du continent européen. Alors, en fait, pour moi, ce que les auditeurs doivent bien entendre et comprendre, c'est qu'à l'origine, il y avait deux conceptions de l'Europe. Il y avait la conception, donc, comme disait Fergan, de la subsidiarité, qui était celle, à l'origine, de l'Église catholique. Et on pense aussi qu'elle est à l'origine de la démocratie, c'est-à-dire que l'idée était que tout devait se faire en local. Si ça ne pouvait pas se faire dans la paroisse locale, alors ça remontait à l'évêque, et si ça ne fonctionnait pas, alors on en appelait au pape. À côté de ça, il y avait une seconde vision de l'Empire, qui fut celle de Jean Monnet. La première était celle de Gasperi et d'Adenauer. La seconde, donc celle que je vais développer maintenant, est celle qu'ils ont retenue, qui était celle de Jean Monnet, qui était celle, quelque part, de l'Europe empire, de l'Europe autoritaire, qui était un système calqué sur l'Empire romain, qui était de dire tout vient d'en haut, et on appliquera en vous tapant dessus jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à ce que plus personne ne soit plus d'accord. Et à chaque fois qu'on a interrogé les peuples par référendum, à chaque fois les peuples ont été contre. Ils ont dit « nous sommes contre cette Europe autoritaire ». Eh bien, c'est pas grave, on l'a fait quand même. Et on l'a fait en plus en faisant passer des choses comme l'euro, qui normalement, donc la monnaie, aurait dû être l'expression d'une volonté de vivre ensemble, puisque la monnaie est l'expression d'une nation. On a doté cette civilisation européenne d'une monnaie qui, en fait, aurait dû être le résultat, justement, qui peut peut-être se faire, je ne suis pas contre, mais il faudrait que tous les peuples votent et soient d'accord et se déclarent comme nation, comme on a pu le faire en un temps en France, quand on a décidé que les Corses, les Lorrains, les Bretons, tout ça, allions avoir ce désir de vivre ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Europe.
Je sais qu'il y a une petite dissension entre nous sur la monnaie, alors on va peut-être pas lancer le débat. Oui, sinon ça va faire très large de bioéthique à monnaie, ça va aller loin. Pour revenir sur les questions sur lesquelles je suis assez sceptique sur l'alliance en question, c'est que on est tous d'accord pour effectivement chérir la subsidiarité et la décentralisation. Le problème, c'est que pour les nationalistes comme M. Dupont-Aignan et consorts, la subsidiarité, c'est 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on est pour la subsidiarité à l'égard de l'Union européenne, mais à l'échelle de l'État-nation, on est très étatiste, on est très colbertiste, on est jacobin, et donc je suis très sceptique sur... Évidemment, on assiste toujours à une espèce de 2 poids 2 mesures, à une espèce d'hypocrisie des mouvements nationalistes sur le fait qu'ils se revendiquent effectivement de la subsidiarité à l'égard des communautés supranationales, mais eux-mêmes défendent une idéologie qui, à l'échelle nationale, n'admet plus la subsidiarité, puisque l'État-nation est tout, a vocation à tout régenter, à tout uniformiser. Il y a une vision il y a aussi une forme de protectionnisme qui est tout à fait contraire à la subsidiarité dans les échanges marchands et dans les échanges commerciaux. Donc tout ceci donne pour moi une dissonance cognitive, et je ne suis pas sûr que les objectifs, en tout cas des libéraux, en ressortiront grandis par une alliance avec les nationalistes. C'est là où, à mon avis, mon objection est plus forte. Je préférerais qu'on utilise le terme nationaliste pour décrire Marine Le Pen. Pour moi, Nicolas Dupont-Aignan est un souverainiste, alors c'est peut-être pas mieux, mais mal nommer les choses et rajouter un partisan de l'État-nation, si vous voulez. Pour moi, nationaliste, c'est un partisan de l'État-nation. Alors, en pratique, vraiment, évidemment, je comprends tout à fait ce que Fergan dit, parce que, évidemment, je pensais la même chose il y a, bientôt 1 an, quand nous avons commencé à travailler avec Nicolas Dupont-Aignan. Il est vrai que, traditionnellement, les politiques français ont ça chevillé au corps, c'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que... ils vont faire que si ça n'a pas fonctionné avant les comités Théodule, c'est parce que eux n'étaient pas au pouvoir, et que quand eux y seront, parce que eux, comprenez-le, ont l'âme pure, ils vont faire la différence. Mais c'est un travail, encore une fois, depuis 1 an, nous essayons à chaque fois de dire... Alors, je vais prendre un exemple. Cette semaine, j'étais, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, à un colloque sur l'identité numérique. Et il y avait une députée européenne, dont évidemment j'ai oublié le nom parce que sinon je serais maline, qui nous a fait un remarquable exposé sur les imprimantes 3D. Et qui en concluait que je vais aller très vite, mais qu'il ne servait à rien de continuer à se battre pour conserver des industries, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, avec ces imprimantes 3D, on pouvait refaire des maisons, refaire des lunettes entièrement, et même elle poussait plus loin, et c'était très intéressant sur le marché de l'art, c'est qu'on pouvait refaire des bronzes totalement. C'est-à-dire qu'il va arriver au marché de l'art, dans les bronzes, les beautés roses que vous voulez, ce qui a pu arriver aux perles au début du XXe siècle. Les perles avaient une immense valeur, et quand on a pu faire des paires de culture, tout à coup, le cours s'est effondré. Donc, quelque part, et Nicolas Dupont-Aignan qui était à côté était tout à fait d'accord, il disait oui, effectivement, en fait, la vraie question n'est parfois pas de se demander il faut garder nos industries, l'État doit s'en occuper ou ainsi de suite, mais de faire en sorte que nos jeunes qui aujourd'hui partent à l'étranger, c'est-à-dire ceux qui demain seront l'imprimante 3D, ceux qui seront capables de faire des applications courantes et ainsi de suite, qui mettraient notre économie justement tout en haut, qui déjà surperforment, parce que nous, les Français, nous sommes très bons. Vous allez dans la Silicon Valley, vous avez tous les ingénieurs français qui sont là, mais on ne sait pas les garder. Donc la véritable question, et je crois que justement ces changements, c'est-à-dire la compréhension que le monde change et que eux, en tant que souverainistes, doivent aussi s'adapter, et là, je pense que c'est un peu un procès d'intention. Moi, en pratique, qui suis là-bas en tant que libéral, je suis parfois choquée par certaines choses quand on me dit, oui, il faut faire par exemple des comités d'investissement à la source de l'euro qui déclarera quels sont les investissements d'avenir. Bon là, à chaque fois, je piaffe dans mon coin toute seule, mais Rome ne s'est pas fait en un jour, oui. Et j'explique aussi tout doucement que non, les gars, on n'a jamais su, vous avez jamais su, l'État n'a jamais su quels étaient les investissements d'avenir, et le mieux que vous puissiez faire, c'est de bien foutre la paix à tout le monde, encore une fois, laissez les gens bosser, faites des lois qui leur permettent de bosser, permettez à la fiscalité de ne pas être impactante, et voilà, et vous retrouverez une économie. Mais ça, effectivement, le français, mais tous les politiques ont ce défaut-là. Non, bien sûr, non, c'est clair, c'est dans notre pays. Dans notre pays, trouvez-moi un politique qui ne va pas vous dire « Ah mais oui, bien sûr, regardez, on a commencé le journal avec ça, avec Macron qui explique aux agriculteurs qu'il devait faire aussi un comité pour résoudre le glyphosate. » Une start-up incubée dans l'État, oui. Bon, voilà, donc sûr. La route est longue. Hein. La route est longue, oui. Mais ça, bien sûr qu'il faille, ça, je suis tout à fait d'accord
le fait qu'aujourd'hui, sur le marché politique, il n'y a pas beaucoup d'alternatives en matière... c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, tout à fait, pour défendre les idées libérales, mais je pense vraiment que certaines mesures seront tout à fait dommageables. Quand on parle de souveraineté monétaire, ça veut dire quoi? La souveraineté monétaire, c'est un slogan utilisé aujourd'hui par les partisans de l'État-nation, je ne vais pas dire nationaliste pour pas fâcher, si vous voulez, vous pouvez. pour redonner les pleins pouvoirs à la Banque de France. Moi, je n'ai pas du tout confiance en cette mesure-là. Si c'est pour redonner le monopole de l'émission monétaire à la Banque de France, pour refaire des dévaluations compétitives, pour s'amuser à faire des guéguerres commerciales entre pays membres de l'Union européenne, je n'ai absolument pas confiance dans ce programme politique compte tenu de l'histoire de la Banque de France et des politiques monétaires françaises. Alors, la BCE, effectivement, est imparfaite et sans doute faut-il aussi questionner son monopole, mais pour moi, le véritable sujet, par exemple, sur le plan de la souveraineté monétaire, il est davantage dans une promotion de concurrence des monnaies plus que par le retour à des zones monétaires nationales, ce qui n'a pas de sens dans la promotion. On rentre dans le débat sur la monnaie. Oui. Non. Alors, justement, on avait dit pas de... Oui, c'est vrai. Je vais juste dire une chose. Et puis on s'arrêtera là. Sur le sujet, sur les européennes, la question monétaire, ce coup-là ne va pas être traité. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen a malheureusement, pour nous en tout cas, elle n'a pas permis de fluidifier le débat, je vais dire. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Donc les gens aujourd'hui ne comprennent plus rien et ce n'est pas la peine de leur faire peur avec des choses qui sont quand même relativement compliquées quand vous ne suivez pas ça tous les jours, quand vous n'avez pas la culture économique. Donc il ne sert à rien d'agiter ça. En revanche, pour répondre à Fergan, plus sur le sujet, la question de reprendre, de redonner le pouvoir d'émettre à la Banque de France ou de s'endetter, ainsi de suite, est moins la question que celle, encore une fois, des taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Avec les taux d'intérêt très bas, ça leur permet, à Bruxelles, de faire ce qu'on appelle de l'argent hélicoptère, de faire ce qu'on appelle du QE. Oui, et alors... quantitative easing, mais alors on dit en français... Assouplissement quantitatif, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il pratique ce qui s'appelle en économie, ce que Keynes appelait l'euthanasie du rentier. Donc aujourd'hui, le petit épargnant français, l'institutrice de ma fille, qui a épargné toute sa vie, se retrouve avec un capital qui n'est pas indemnisé à hauteur, parce que l'argent a une valeur, le capital a une valeur. Or aujourd'hui, en France, ce capital n'est plus rétribué. Et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal aujourd'hui que le retraité paye 2 fois. Alors on peut dire qu'effectivement la classe de mai 68 a été la plus bête du monde, mais l'institutrice de ma fille ne mérite pas ça. Elle mérite d'avoir un capital qui est rétribué à juste valeur. Voilà. Bien, alors quelques questions d'auditeurs. En tout cas, bonne chance à vous. C'est très gentil. J'en profite pour dire que si des auditeurs sont dans la région de Lyon, nous avons demain une réunion des amoureux de la France à Ouyen. Je le prononce bien, je ne suis pas très sûre. Sur la page Facebook des Amoureux de la France, vous pourrez trouver à 19h30 avec Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poinçon et d'autres intervenants, et moi-même. Voilà. Fort bien, bon. Alors, donc, nous vous souhaitons bonne chance. J'avais cru comprendre au début du propos de Fergan Aziraï qu'il allait voter pour les Amoureux de la France. Et puis, bon, la deuxième partie était plus dubitative. Enfin, je sais que les auditeurs aiment beaucoup, les auditeurs de Radio Courtoisie sont très intéressés, en tout cas, par Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Alors bref, donc des questions d'auditeurs. Un auditeur nous demande, en tant que libéraux, seriez-vous pour la libre commercialisation du purin d'ortie, la libre commercialisation des semences paysannes, et trouvez-vous utile les 10 milliards de subventions à l'agriculture industrielle et chimique ? Je crois qu'en tant que libéraux, on est tous d'accord ici pour dire qu'on est tout à fait pour la libre commercialisation. Et contre les subventions. Et absolument contre les subventions, oui. Hier, effectivement, j'ai vu que le premier bénéficiaire des subventions en France était Lactalis. Le groupe Lactalis et non pas un petit agriculteur. Je rebondis à propos des subventions. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il est étant donné que la Grande-Bretagne donc a quitté, est en passe de quitter l'Union européenne, il faut remplacer ce que la Grande-Bretagne donnait. Donc il est pour l'instant dit que Emmanuel Macron voudrait augmenter le budget qui pour l'instant est de 7 milliards. C'est-à-dire une fois on donne, on reçoit, donc tant qu'on tout est mis à plat. Le solde est à 7 milliards, il serait question d'augmenter ça à 15 milliards. Je voudrais juste rappeler que le budget de la justice est de 7 milliards, c'est-à-dire qu'on donnerait un deuxième, et que la justice est lente en France, et que c'est quand même un des pouvoirs régaliens fondamentaux. Donc plutôt que de donner ces 7 milliards qui seront encore une fois perçus où ? Sur nous.
sur le contribuable. Sûr, oui, ça va pas arriver ex nihilo, ces 7 milliards. Oui. Donc, bon, par rapport à la dette... Peut-être le polonais, mais enfin, disons, d'une manière ou d'une autre. Par rapport à la dette de la France, vous allez me dire... ils demandent quelque chose en échange. 7 ou 8 milliards de plus, qu'est-ce que c'est? Non, quand même. On ne dit pas ça dans cette émission. Non, voilà. Jamais. Non, ça, chaque milliard, c'est 15 euros par Français. Si on me disait aujourd'hui, on va augmenter le budget de la justice, je dirais, ok, certes, voilà, parce que ça fait partie des ministères régaliens. En revanche, aller donner 8 milliards de plus à l'Europe, je me permets de mettre ça entre grandes parenthèses. Bien sûr. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un jour une émission spécifiquement sur l'agriculture, parce que c'est un domaine absolument passionnant, où il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur la politique agricole commune et ses perversions, disons, sa perversité. Un auditeur nous dit j'ai suivi de près ce qui se disait à ce micro il y a plus de 20 ans sur la concurrence, la mise en concurrence des régimes de base de sécurité sociale. Il s'agissait seulement des complémentaires. Beaucoup de gens l'ont cru, se sont retrouvés saisis et ruinés à cause de cette désinformation. C'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une directive européenne n'est pas rentrée dans le droit français, elle ne s'applique pas. Et donc, il faut se méfier, de ces... Mais je crois que vous faisiez très attention, Olivier, à ne jamais vraiment mettre en avant... C'était les histoires de Reichmann. Oui, bien sûr. Oui. De rester très... Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Très prudent. Voilà. C'est plus que prudent, c'est-à-dire que effectivement tous les gens qui sont rentrés dans cette rébellion, disons, déjà il est absolument interdit pour des raisons qui se comprennent très très bien d'appeler à la révolte fiscale, et donc je n'appelle pas à la révolte fiscale. Il n'y a aucune rébellion et à aucune contravention, à aucune loi. Voilà, que ce soit bien clair. On peut militer. Voilà, on peut militer. Il est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui n'évoluent que parce que les gens les contournent, les ignorent, ou les contredisent, etc. Mais en général, c'est des petites choses, disons, qui à la marge font évoluer les lois. Mais là, en l'occurrence, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens sont rentrés dans cette rébellion-là, et alors forcément, ils ont un intérêt énorme à ce qu'ils soient le plus nombreux possible à rentrer là-dedans, mais ça se termine systématiquement par des procès que perdent évidemment les gens qui ont très cher. Qui ont coûté très cher. Et qui ont coûté très cher à beaucoup humainement de gens. Et financièrement, bien sûr. Humainement et financièrement. Et puis, un auditeur nous dit aussi, vous êtes libéral, bravo, alors libérez votre langage de l'aliénation du vocabulaire d'un pays hautement protectionniste. Alors je pense qu'il parle des États-Unis d'Amérique et qui compte le plus grand nombre de personnes incarcérées par habitant, soit 754 pour 100 000, soit 8 fois plus qu'en France. Voilà, donc nous y faisons attention, mais bon, c'est pas toujours simple. Alors je plaide en ma défense avoir été éduqué en Grande-Bretagne, qui n'est pas un système carcéral, et effectivement, je parle beaucoup anglais dans ma vie courante, ce qui fait que j'ai beaucoup d'anglicismes qui me viennent, et je m'en excuse auprès des auditeurs. Mais à culpa. Je sais que vous faites très attention. C'est pas français ça, mais à culpa, attention. Non, oui, attention. Non, ça, on a le droit. Je demande à Éric Zemmour. Les questions latines sont parfaitement autorisées. Voilà. Donc pas de questions sur la bioéthique. Sur cette question de la francophonie, juste, j'ai vu récemment, tout à l'heure, que l'Arabie Saoudite demandait à faire partie de la francophonie. Et j'ai découvert qu'il y avait 84 pays qui étaient membres de cette francophonie, dont il citait par exemple la Moldavie dans l'article, l'Égypte, la Bulgarie, pays dans lesquels il y a moins de 2 ou 3% de locuteurs français. Enfin bref. Alors c'est drôle. Donc la francophonie est une nouvelle bureaucratie, et je pense qu'un programme libéral pour la France devrait commencer par quitter la francophonie. J'étais très étonnée. Quand j'étais à Washington, je suis allée dans des réunions justement de libéraux qui étaient au Cato Institute, et il y avait beaucoup de Roumains. Et j'étais très surprise de voir, par exemple, de Roumanie, qu'ils parlaient tous très très bien français. Alors, on parle effectivement de gens très éduqués qui étaient à Washington et ainsi de suite, mais ils parlent donc la langue roumaine traditionnelle est basée sur le latin, et donc et n'est pas très loin. Donc, à partir du moment où vous avez une langue sur le latin, vous n'êtes pas sur du cyrillique et ainsi de suite. Donc, c'est quand très proche de l'italien, qui se prononce un peu comme une langue slave, disons, le roumain, mais sinon c'est très proche de l'italien. Donc, ils parlaient très bien français tous, et parler français faisait encore partie de comme au 19e siècle, de quelque part une certaine classe sociale. J'ai trouvé ça charmant. Oui, ça a été la langue diplomatique pendant très longtemps. Donc je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes, que nos invités du jour sont Emmanuel Gave et Fergan Aziari, que nous allons bientôt parler donc de bioéthique. Mais avant cela, nous allons lancer un bobino, Franck à la technique va lancer un bobino. À tout de suite. Le 11 novembre 1918,
l'armistice mettait fin au sacrifice de millions de Français morts pour défendre leur patrie. Radio Courtoisie, la radio des patriotes, se devait de commémorer cet événement comme elle se doit de continuer le combat devant les périls qui menacent la France aujourd'hui. Rejoignez-nous le 11 novembre 2018 à midi, 100 ans jour pour jour après l'armistice. Venez déjeuner avec nos patrons d'émission, avec Jean Sévillia qui évoquera ces terribles années de guerre dans le salon de la péniche L'Aqua Restaurant situé face au 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Réservez dès maintenant votre place en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, Paris 16e. Rappelez-vous, dimanche 11 novembre à midi sur l'Aqua Restaurant 5 quai Marcel Dassault à Suresnes. Nous comptons sur votre présence pour cet anniversaire exceptionnel qui marquera les 31 ans de Radio Courtoisie. Bien, chers auditeurs, nous voici revenus au Libre Journal des économistes et donc nous allons parler de cette bioéthique, de ces questions comme la GPA, la PMA, donc la GPA, la grossesse pour autrui, la PMA, la gestation pour autrui, pardon, oui. Procréation médicalement assistée et gestation. Voilà, et donc nous avions déjà deux points de vue un petit peu différents entre Fergan Azihari et qui défendait peut-être une vision issue du contrat et Emmanuel Gave qui disait qu'il fallait partir du droit d'abord. Alors, je vous laisse continuer. Oui, alors du droit, du contrat, pour moi, ce sont des choses qui se rapprochent, puisque, enfin, on le sait, on le rappelle ici, le libéralisme, c'est une philosophie du droit et du contrat, c'est la philosophie du droit de propriété. Le droit de propriété, c'est le droit de disposer de ce que l'on a comme bon nous semble, donc c'est le droit de conclure les conventions, les contrats de la manière comme bon nous semble également. Et il me semble que d'un point de vue libéral, si on part du principe effectivement que l'individu est propriétaire de son corps, eh bien il est propriétaire également de son ventre, de son utérus, et qu'il a le droit eh bien de le louer effectivement pour un contrat de GPA classique, qui est dans la possibilité de conclure une convention avec des parents en vue de favoriser la naissance d'un enfant. Et je pense pas que cette liberté contractuelle soit particulièrement répréhensible ni pour les mères porteuses ni pour l'enfant à naître. Tout à l'heure, Emmanuel Gave parlait du danger de l'exploitation. Alors, il existe. Oui, il existe, mais comme dans tout contrat aujourd'hui, il y a des prérequis. On doit s'assurer qu'il n'y ait pas de vice du consentement. Je parle sous le contrôle de l'avocate. Donc, aujourd'hui, dans le droit civil, nous avons déjà un arsenal juridique destiné à sanctionner l'existence d'un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire que si une convention est conclue sous la menace de la violence, s'il y a un dol... C'est parfois difficile à déterminer. Par exemple, je saute peut-être directement à la question de la vente d'organes. On sait qu'il y a dans les familles parfois une pression terrible. Alors on pense déjà dans les familles musulmanes à une pression de l'homme sur la femme, mais même dans d'autres familles, je veux dire, il y a parfois d'ailleurs une pression de la femme sur l'homme qui est terrible dans des familles où les hommes, je sais pas, parce qu'ils sont au chômage depuis 2 ans, disons, une pression incroyable de leur femme, etc. Et donc ils pourraient être terriblement poussés, disons, à vendre un rein ou uniquement parce que l'autre membre du couple les y pousse avec. Alors, c'est difficile à déterminer derrière, oui. Mais tout ceci est une application, finalement, une question d'application de la législation plus que une question de législation en tant que telle. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme si finalement, on va pas interdire le travail sous prétexte que l'esclavage existe. On va sanctionner l'esclavage lorsque. Il y a quelque chose de plus définitif, peut-être, dans le fait d'avoir vendu, alors pas 2 reins quand même, mais en tout cas d'avoir vendu un rein. Il y a quelque chose de plus définitif. Puis une fois qu'on a vendu, je sais pas ce qu'on peut vendre d'autres sans mourir. Partie de son foie peut-être, enfin, je sais pas. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que sanctionner l'usage de la violence, c'est quelque chose qui aujourd'hui est déjà possible, et donc toute la question effectivement réside dans l'exercice des moyens régaliens de l'État pour condamner toute violence commise à l'encontre d'autrui dans la conclusion d'une convention. Mais c'est une difficulté
si vous voulez, qui concerne tout type de contrats civils, commerciaux, industriels. Et donc aujourd'hui, quand effectivement quelqu'un a aliéné un bien sans son consentement parce qu'il se trouve qu'il a été menacé par un tiers ou par la prétendue partie contractante, l'enjeu ici, c'est de mobiliser le juge et l'État pour soit annuler une transaction quand c'est possible ou réprimer, effectivement, dans le cas d'une aliénation définitive, celui qui s'est adonné à des pratiques criminelles, à de l'extorsion ou à la violence pour forcer quelqu'un à conclure une transaction. Mais c'est pour moi, c'est un problème qui concerne toutes les conventions, et de la même manière que l'on ne va pas prohiber les rapports sexuels consentis sous prétexte que le viol peut exister dans certains cas, je ne vois pas pourquoi on prohiberait l'acte de faire commerce de son corps sous prétexte qu'effectivement certains criminels puissent faire usage de la force pour contraindre quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Il faut juste, très, très brièvement, je passe la parole à Emmanuel Gave, voir aussi qu'il y a une violence qui s'exerce finalement sur le dialysé ou la personne qui manque de reins, à qui on dit vous ne pouvez pas acheter un rein parce qu'ils ne sont pas en vente, etc. Et du coup qui se retrouve avec une espérance de vie 10 ans inférieure, plus 3 séances par semaine, etc. Et donc finalement il y a aussi ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas en la matière. Alors, Emmanuel Gave, oui. Pour revenir donc à la conception juridique, encore une fois, le problème c'est que si vous partez du fait théorique de dire est-ce qu'on peut contracter sur tout, en tant que libéraux, qui est toujours cette appréciation théorique, on peut trouver l'acceptation à laquelle Fergan arrive. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, en droit, il y a ce qu'on appelle la summa diviso. La summa diviso du droit est le fait que, structurellement, depuis le droit romain, il y a deux choses, les personnes et les biens. Les biens, les res et les personnes. Il a été admis, et je crois que si vous avez lu du reste Les Misérables de Victor Hugo, il y a ce passage horrible où cette pauvre Fantine, la maman de Cosette, doit vendre ses cheveux, doit vendre ses dents, et ainsi de suite. Ce qui m'a toujours d'ailleurs paru bizarre, parce que je me disais toujours, mais enfin à partir du moment où elle va se prostituer, elle aurait été plus maligne de garder ses cheveux et ses dents, parce que ça faisait quand même partie du business. Mais voilà. Peut-être que ceux qui la consomment en tant que prostituée, disons, sont très misérables aussi. Voilà, donc voilà où on en était arrivé dans la société, c'est-à-dire à ce point de difficulté, d'outrance. Aujourd'hui, on dit, alors, la personne, il a été admis dans la Constitution qu'il ne peut être atteint à la dignité de la personne. Donc tout contrat, de toute façon, qui viendrait à régenter la cession de la personne, serait léonin à la source, structurellement. Ou alors, changeons tout notre droit civil. Je parle de tout le Code civil de 1804. Et je ne suis pas ennemi, a priori, disons, sur le fait qu'on change le Code civil. C'est pas ça. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez devoir qualifier des choses comme l'embryon. L'embryon, aujourd'hui, on a réussi à contourner, à ne jamais véritablement lui donner la notion de personne. Or, si vous dites aujourd'hui l'embryon est une chose, dans ces cas-là, vous pouvez en disposer exactement comme vous voulez. C'est un bien comme une table et vous pouvez le vendre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous dites que c'est une personne, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas avorter. Comment vous allez résoudre ce conundrum ? Je ne sais pas. Il y a une autre chose aussi à laquelle je voudrais arriver, c'est que pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Moi, je veux bien qu'on fasse des contrats pour ceci ou pour cela, mais où est-il écrit qu'on aurait le droit à un enfant ? Moi, honnêtement, je suis un bébé d'Istilben. J'ai eu énormément de mal à avoir mes filles. Je me suis posé la question en tant que femme, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à avoir d'enfants ? Comment je vais arriver à passer outre ça ? Parce que pour moi, le but d'une société, c'est pas de se dire qu'on est immortel, qu'on va arriver, c'est de se dire quand on a une difficulté, quand on a, je sais pas, un organe manquant, quand on a un œil en moins, comment on arrive à transcender ça ? Parce que le but de la société n'est pas de répondre à la question « donne-le-moi, pourquoi je n'ai pas ça, moi ?» mais comment j'arrive à sublimer ça en étant quelqu'un d'autre et en arrivant à aller plus loin que ces difficultés. Et la réponse n'est pas dans l'exploitation d'autrui, la réponse est en soi-même, et je pense que nous devenons faibles à vouloir tout ce qu'on veut tout de suite maintenant et qu'on réponde à ses besoins. Fergan Aziari ? Alors, pour répondre à la question très intéressante qui a été soulevée de l'indisponibilité de la personne humaine, du corps humain, je trouve que c'est une question qui est formidable, qui est intéressante, mais qui en même temps témoigne quand même d'une certaine hypocrisie de notre législation aujourd'hui. Parce que si on part du principe que effectivement la personne
est indisponible, que l'organe on ne peut disposer de son organe, de sa personne. Dans ce cas-là, eh bien, il faudrait, en toute logique, prohiber aussi le don d'organes, par exemple. Or, aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que le don d'organes est un phénomène tout à fait souhaitable, qu'il sauve des vies, est un acte altruiste tout à fait admirable de la part de ceux qui s'y adonnent. Alors, donc, on voit qu'en pratique, ce qui est condamné, ce qui est prohibé, ce n'est pas tant le fait de disposer de son corps, mais c'est le fait de disposer de son corps moyennant rémunération. Donc, c'est le commerce ici qui est visé. C'est pas tant la sacralisation de l'indisponibilité du corps humain, qui est un principe à géométrie variable que l'État français viole un peu comme il le peut, comme il le souhaite. Je prends un exemple très simple. Par exemple, les établissements français du sang, aujourd'hui, pour fonctionner, ont besoin de vendre des poches de sang. Sinon, l'industrie, entre guillemets, du sang ne marche pas. Et la contrepartie, par exemple, de l'absence de mécanismes de marché dans la distribution du sang, ce serait une pénurie et donc beaucoup plus de victimes du fait de l'absence de sang. Donc là, je prends le cas du sang en l'espèce. Mais pour revenir au cas des organes, c'est un phénomène qui a été étudié par plusieurs économistes américains, dont Gary Becker, je crois, et qui montrait tout simplement que la loi de l'offre et la demande, si vous voulez, s'applique aussi à ce commerce très particulier, très sensible certes, le commerce des organes. Oui. Et dans ce cas-là, il faut assumer que si on prohibe par exemple la vente d'organes, eh bien on crée des pénuries et donc on condamne des gens à mourir, des gens qui peut-être auraient pu survivre si on avait autorisé la vente d'organes. Bon, là c'est un exemple que je prends parce que il est, je crois, révélateur de notre hypocrisie à l'égard du principe d'indisponibilité de la personne humaine. On admet le don, mais on refuse la vente, ce qui est tout à fait contradictoire. Maintenant, pour revenir sur la question de l'exploitation, là encore, je signale un petit paradoxe parce que l'exploitation, me semble-t-il, c'est le fait de refuser de reconnaître à autrui la propriété de son corps. Or, la propriété, c'est une prérogative qui est absolue, et je crois que c'est comme ça que la propriété est définie dans le Code civil. Emmanuel Gave m'arrête si je me trompe, c'est le droit de disposer de ce que l'on a de la manière la plus absolue. Donc, un État qui viendrait, par exemple, m'interdire de vendre mon rein est un État qui, de fait, s'arroge la propriété de mon corps, il me rabaisse au rang d'usufruitier, puisque je ne peux pas en disposer comme je le souhaite, et dans ce cas-là, c'est lui qui revêt, entre guillemets, le costume de l'exploiteur, puisqu'il nie à autrui la possibilité de disposer de mon corps comme je le souhaite. Donc je pense que si on est cohérent avec le fait de lutter contre l'exploitation, et si on regarde les défauts et l'incohérence aujourd'hui du principe de l'indisponibilité du corps humain, eh bien la solution qui s'impose, c'est celle de la légalisation de ce genre de pratiques qui peuvent paraître, entre guillemets, répréhensible moralement, éthiquement pour un certain nombre de personnes, et ça je veux tout à fait l'admettre, mais la loi n'est pas là pour sanctionner les déplaisirs des uns et des autres, elle est là pour faire respecter la justice et le droit de propriété de chacun sur son propre corps. Non, la loi est là pour protéger le plus faible, encore une fois, c'est ce que je disais au début. Ensuite, autre chose, pour moi, ce n'est pas parce que le droit de propriété, enfin un droit de propriété, ce n'est pas parce que quelque chose ne vous appartiendrait pas que pour autant il appartiendrait à autrui. Encore une fois, si il est écrit que le corps est imprescriptible et incessible, il est impossible de contracter sur le corps. Ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas de propriété, ça n'est juste pas un objet dans le commerce. Il est des choses, par exemple l'océan, vous ne pouvez pas le céder. Il appartient à tout le monde, il n'appartient à personne. Vous avez des choses qui sont quelque part... Encore une fois, moi j'ai toujours un problème éthiquement quand on s'approche de ces questions-là, pour la simple raison que vous ne choisissez pas de naître. On ne choisit pas de naître. Donc je trouve ça très difficile ensuite qu'on me dise « Ah mais oui, mais je suis seul au monde, mon corps m'appartient » ou ainsi de suite. Le jour où je pourrais choisir de naître, où je pourrais choisir d'être blonde, grande, avec des yeux bleus, ainsi de suite, oui, on en reparlera. Mais pour l'instant, s'ériger en Dieu alors que nous sommes des fourmis, je trouve ça, encore une fois, laisser la porte ouverte à des choses
terribles, à des eugénismes, à des choses qui sont passées par le passé. Et encore une fois, au nom de quoi ? Au nom d'une soi-disant revendication de vouloir commercialiser absolument tout et de contractualiser les rapports humains, alors que, encore une fois, quand on s'est approché de ça, on a vu les désastres que ça a fait. Et tout ça à la fin de la journée. Pourquoi ? Pour permettre à certains d'avoir un enfant ou certains de ne pas mourir. Je suis désolée pour eux, mais telle est la nature, c'est notre condition humaine. Mais c'est comme vous dites, protéger le faible, le dialysé n'est-il pas le faible dans le Est-ce qu'on protège vraiment le dialysé en lui empêchant d'acheter l'organe qui permettrait de survivre ? Mais choisit-on son cancer ? Il nous arrive des choses... Bien sûr, mais la médecine est là pour lutter contre la nature, c'est-à-dire qu'on... Pas aux dépens d'autrui. Pas aux dépens d'autrui. Alors, un auditeur nous dit, vous parlez de bioéthique, c'est très bien, mais n'oubliez jamais la dioéthique, Dieu, l'éthique de Dieu. Alors, c'est vrai que du point de vue chrétien, on n'est pas tout à fait propriétaire de son corps, on en est le dépositaire, au sens où le corps appartient à Dieu, mais concrètement, c'est vrai que si je tatoue, si j'oblige Emmanuel Gave et que je lui fais un tatouage... en France, il est interdit de tatouer sur le visage. Enfin, je ne crois pas que chez les catholiques, chez les chrétiens, oui, le corps appartienne à Dieu. Je ne crois pas qu'on ait ce rapport-là. Je crois que chez les juifs, effectivement, le tatouage n'est pas accepté. Donc il doit y avoir un rapport au corps différent, mais je ne m'y connais pas assez bien. En revanche, effectivement, nous n'avons pas le droit de disposer de notre propre vie. Oui. C'est la limite. Alors, chez les catholiques, par exemple, on n'a pas le droit de se suicider. En l'occurrence, par exemple. Les protestants l'acceptent. Ce que je voulais dire, c'est que si vous tatouez vous-même, vous avez le droit, bien évidemment, puisque c'est votre corps. Si je vous tatoue, moi, de force, c'est un viol. Voilà, j'ai jamais entendu... je vais poser la question je ne vous encourage surtout pas à vous tatouer. Vous êtes magnifique comme ça, ne changez rien. Non, c'est vraiment une question très intéressante. Et tout à l'heure, Emmanuel Gave disait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas propriétaire de notre corps qu'il appartient à autrui. Et là, je réponds que la nature a horreur du vide. Donc, du fait que si quelqu'un, aujourd'hui, vous nie le droit de disposer de votre corps, c'est que de fait il s'approprie votre corps à votre place. Oui. La définition, la différence entre l'esclave et l'homme libre, c'est que l'esclave, il appartient à autrui, il n'est pas propriétaire de lui-même, il appartient à autrui. Donc les gens qui aujourd'hui nous disent que nous ne sommes pas propriétaires de notre corps, de fait consacrent effectivement la propriété du corps au profit d'autrui. Alors l'État, la sécurité sociale, Dieu éventuellement pour les croyants. Et moi je pense que la tradition libérale devrait avant tout affirmer avec force que le propriétaire du corps humain est la personne humaine qui l'habite, tout simplement. C'est un capital, effectivement, qu'on peut faire travailler. Encore une fois, le problème pour moi est à la source. Il ne saurait exister de propriété du corps humain. Le corps humain ne peut pas être Comment qualifiez-vous le don d'organes dans ce cas-là, par exemple, si on applique cette logique? Le don d'organes est autorisé, je rappelle. Oui, le don d'organes est autorisé. Est-ce qu'il faudrait le prohiber, le don d'organes aussi? Le don d'organes est un don. Vous êtes en dehors, encore une fois, d'un contrat avec quelque chose de cessible, de transmissible, et ainsi de suite. Pas tout à fait. On cède un organe, c'est... Il y a même des garanties, je ne sais pas, par exemple, si vous faites un don de rein, comme quoi vous serez prioritaire pour recevoir un rein si votre autre rein tombe malade. C'est un contrat, le don. Voilà. Et donc il y a bien évidemment une partie, bien évidemment non, il n'y a pas, encore une partie contractuelle. Il n'y a pas d'échanges commerciaux, il n'y a pas de recours pour dol ou pour erreur ou pour tout ce que vous voulez dans ce contrat. C'est un don libératoire et c'est qualifié juridiquement différemment d'un contrat synalagmatique entre deux parties. Mais il y a quand même, de la part du donneur, une propriété de son corps, disons. À partir du moment où il choisit de donner son rein, même à sa sœur, ou à des, bien évidemment, c'est des actes très très nobles. Alors si je reprends ça, vous ne pouvez pas dire que l'État serait propriétaire aujourd'hui, puisque vous avez toujours la possibilité de faire ce don. À partir du moment où vous avez la possibilité de faire un don, force est de constater que vous êtes bien propriétaire de votre corps, quand bien même vous ne contractualisez pas dessus. C'est-à-dire qu'il nous reconnaît certaines prérogatives, mais pas d'autres. C'est-à-dire que l'État nous dit « je suis propriétaire de ton corps, donc je t'autorise à donner ton rein. En revanche, tu ne pourras le donner qu'à titre gratuit. » Nous n'autorisons pas la contractualisation du corps. Moi, je ne vois pas où est l'illogisme dans le fait de dire... Parce que le don est un contrat comme un autre. C'est un contrat ce n'est pas un contrat. C'est un contrat qui est certes à titre gratuit. C'est un échange, mais un échange est un contrat avec donc des gens qui consentent. Il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie n'est pas pécuniaire, mais enfin, elle
elle est plus morale, je donne parce que j'ai envie de me sentir bien. Ou ce n'est donc pas un échange synalagmatique, c'est un don, mais ça n'est pas un échange contractuel. C'est un acte qui consiste à disposer de son corps, et c'est un acte qui va à l'encontre du principe de l'indisponibilité, puisque l'indisponibilité implique l'interdiction en théorie de céder tout ou partie de son corps. Et bien le fait qu'on reconnaisse le don, pour moi, est le signe d'une certaine schizophrénie quant au respect du principe de l'indisponibilité. Mais je n'ai aucun problème à dire que le droit pourrait être schizophrénie. Le droit est artefact. Nous avons toujours des constructions qui sont des abstractions. La dignité de la personne humaine en est une. La Constitution est remplie, encore une fois, de conceptions qui sont des conceptions théoriques qui ont essayé d'être mises en pratique, et a fortiori dans le droit des personnes. Quand on qualifie par exemple quelque chose comme l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant ? C'est toujours une vision subjective, et il appartient au JAF de décider à chaque fois, le juge aux affaires familiales, quel est l'intérêt de l'enfant. Donc encore une fois, en tant que juriste, je n'ai aucun problème à avoir une pensée qui ne serait pas linéaire et à dire qu'il y aurait des curseurs ou des arrêts, parce que le droit, ça n'est que ça. Ça n'est que des pensées qui disent, voilà, l'obligation de résultat, ça va d'ici à là, l'obligation de moyen est là, le contractuel c'est ici, le délictuel c'est là. C'est toujours des constructions de l'esprit, c'est toujours des vues de l'esprit. Alors, je rappelle que vous écoutez le libre journal des économistes, contrairement peut-être à ce que nos propos pourraient laisser penser. Mais, si, on a parlé de monnaie. En l'occurrence, voilà, oui, on en parle aussi. On essaie d'en parler à la lumière des idées libérales et de voir comment est-ce que, effectivement, ces idées de contrat ou de droit de propriété peuvent s'y appliquer pour nous aider à arbitrer, disons. Alors, un auditeur nous dit la possibilité qu'on a de bricoler l'humain, il met bricoler entre guillemets, l'humain est lié à plusieurs personnes. Tout d'abord, Mandel, un religieux qui a fait des travaux mais ne les a jamais fait connaître de son vivant. De plus, on a aussi bricolé sur les animaux avec Jean Rostand, qui était le premier à parler de parthénogenèse. Est-ce que tout vient de là ? Ce qu'il faudrait lire, c'est Réflexions de Jean Rostand. Alors merci à cet auditeur pour ses conseils de lecture et pour ses connaissances. Je ne sais pas si... Jean Rostand, ça me dit vaguement quelque chose, parce que quand j'avais lu l'an dernier, quand il y avait eu tous ces débats sur le spécisme, l'antispécisme, et ainsi de suite, mais je serais... Écoutez, je pense que c'est une question pour la prochaine fois qu'on va devoir élucider et aller faire de petites recherches bibliothécaires. Parfait. Alors, une auditrice nous dit il faut avoir perdu toute humanité pour semer ses gamètes à tout vent. Ce sont leurs enfants qu'ils donnent. Oui, mais alors est-ce que je me permets, pour donner d'abord mon avis, est-ce que je me permets de juger quelqu'un qui, par exemple, n'est pas marié et qui décide de faire un don de spermatozoïdes pour les femmes qui, parce qu'ils préfèrent quitter la Terre après avoir procréé, fût-ce avec des femmes qu'il ne connaîtra jamais, je ne sais pas. Écoutez, moi, je n'ai pas d'opinion générale. Pour moi, tout ce qui touche, encore une fois, à ce qui relève de votre intimité, vous est personnel. La loi est juste là pour essayer d'encadrer qu'il n'y ait pas de dérive. Moi, je peux juste vous dire ce qui a été mon cas. Donc, j'ai dû, malgré moi, faire tout un protocole de PMA et ainsi de suite. Donc, je connais la difficulté, la dureté, voilà. J'ai eu plusieurs embryons qui ont été congelés, et ceux dont je n'ai pas eu besoin, on m'a demandé au bout d'un certain temps que voulez-vous en faire, les détruire ou les donner, et j'y ai bien réfléchi et je me suis dit si ça peut aider des gens, voilà, ça ne m'ôte rien, mais c'était un choix personnel et je ne demanderai absolument pas à autrui de faire ce choix. Donc je ne trouve pas ça choquant si un homme a envie de donner ses gamètes, qu'il le fasse, et personnellement j'étais presque heureuse de me dire que ces embryons peut-être ont eu la chance d'aller ailleurs, et je suis contente pour une autre femme. D'exister, d'accord. Voilà. Très bien. Un auditeur ou une auditrice, un auditeur, petite réflexion, les pro-gestation pour autrui prétendent être libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, mais dans ce cas, il s'agit du corps d'un autre, en fait du bébé. Cordialement. Bon, alors voilà, c'est une question qui a déjà été un peu traitée. Mais enfin, pour répondre, elle n'a pas été traitée justement. L'enfant n'est pas l'objet du contrat. Ça, c'est quelque chose qu'il faut marteler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter pour autrui, depuis que l'esclavage a été aboli, et tant mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait l'objet d'un contrat, c'est effectivement le ventre de la femme, de la mère porteuse, et qui décide de le louer au profit de certains parents, mais l'enfant lui-même n'est pas une propriété qui ferait l'objet d'une convention, parce que si c'est une propriété, alors
Ça implique logiquement qu'on pourrait en faire ce qu'on veut, qu'on pourrait le démembrer, qu'on pourrait le tuer. Fort heureusement, la législation ne prévoit pas ça. Donc, c'est bien ici que ce qui est en cause, ce qui fait l'objet du contrat, c'est en effet le ventre et de la mère porteuse. Mais de la même manière que dans le cas de l'adoption, ce qui fait l'objet d'un échange entre guillemets, c'est pas l'enfant, c'est les prérogatives propres à l'autorité parentale. Donc, il faut bien distinguer encore une fois le fait de transférer certaines prérogatives, certains droits, et la personne de l'enfant même qui, lui, ne peut pas faire l'objet d'une convention, évidemment, puisque l'enfant n'est pas un objet et qu'il n'a pas vocation à être traité comme tel, ni dans le cas de l'adoption, ni dans le cas de la GPA. Et l'on arrive dans ces cas-là à ce qu'on a vu récemment, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande ou en Australie, une maman qui avait été louée pour la GPA, qui a donc accouché d'un enfant qui était trisomique 21. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce que contractuellement, il n'a pas été contracté sur un enfant qui serait parfait, ainsi de suite. Donc le contractant qui avait loué le ventre a laissé l'enfant à la mère porteuse. Parce que l'enfant n'était pas à hauteur de leur désir. Non, bien sûr. Comment résout-on cette équation avec un contrat plus complexe. Non, mais de la même manière, la question... Dans ces cas-là, on est obligé de contracter sur le fait que l'on veuille un enfant de type A, B, C, D. C'est une question intéressante. Aujourd'hui, comment se comportons-nous quand des parents veulent abandonner leur enfant? C'est le même problème, mais là encore, la législation tente de trouver des réponses à ces difficultés-là. Elles ne sont pas insolubles et elles ne légitiment pas, selon moi, une pratique qui en tant que telle n'a rien de répréhensible à l'égard des droits de l'enfant et de la mère porteuse. Une auditrice, en France, le don d'organes est obligatoire sauf refus de notre part au centre des refus. Oui, alors c'est exact. La législation a changé il y a 5 ans. Désormais. Oui. Et alors, c'est pas tout à fait qu'il est obligatoire, disons, c'est que non, si vous ne manifestez pas votre désaccord... Par défaut, c'est ça voilà, avant, quand vous vouliez donner, par exemple, moi, j'avais fait faire une carte de donneur d'organes. J'ai ça sur moi, toujours, d'ailleurs. Voilà, que j'avais dans mon portefeuille. La loi a changé, maintenant vous êtes présumé donneur, à défaut d'avoir dans votre portefeuille un mot disant « je ne suis pas donneur ». Ou votre inscription au centre des refus qui on a inversé la chose. Alors, un auditeur dans la loi, un contrat est réputé passé à partir du moment où les parties se sont mises d'accord. Alors, Emmanuel... Il y a échange sur le prix et sur la chose. D'accord. Voilà. Alors, un contrat c'est la question chose qui peut-être... Il n'y a pas forcément un prix dans un contrat. Il y a accord quand il y a échange sur le prix et sur la chose. Donc ça, c'est suivant le code civil. Je ne sais plus, ils nous ont tout changé, mais c'était 1147, je crois. Quid des contrats à titre gratuit? Est-ce qu'il y a forcément un prix Sur le prix, le prix est entendu comme pour la chose, étant comme pour l'objet, c'est-à-dire que vous réfléchissez à quelque part l'échange synalagmatique ou pas. Après, vous avez toute une partie dans le Code civil sur les dons, les échanges à titre gratuit, ainsi de suite. Mais le contrat synalagmatique, le contrat entre deux parties, se fait à partir du moment, parce que quelquefois on se dit oui, mais on n'a pas rédigé un papier, ainsi de suite. Vous pouvez avoir un email, vous pouvez avoir un bout de table. À partir du moment où vous avez cet accord échangé entre les deux parties, le contrat, en France en tout cas, à force de loi. Alors, trois remarques ou commentaires aux questions d'auditeurs. Alors, non, monsieur, nous dit un auditeur, votre corps ne vous appartient pas, il appartient à celui qui vous l'a donné, le Créateur. Un auditeur aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, voir les Corinthiens 6,19. Et une auditrice, comment une catholique, alors j'imagine qu'elle parle d'Emmanuel Gall. De moi, parce que étant une femme, oui. Comment une catholique peut-elle dire que notre corps n'appartient pas à Dieu alors que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il y a un consensus sur la définition. Non mais c'est très intéressant. Oui. Je ne dis pas que mon corps n'appartient pas à Dieu, mais je n'ai pas l'impression, dans la liturgie, que l'on me rappelle très souvent que mon corps appartiendrait à Dieu. Je n'ai pas l'impression qu'il soit fait référence, souvent en tout cas, à cette définition. Mais bien sûr, en tant que catholique, je pense que nous émanons tous de la Sainte Trinité. Et je pense encore une fois que quand bien même j'ai mon libre arbitre, Dieu précède en tout. Mais je n'ai pas l'impression, ce que je voulais dire, c'était défendre encore une fois plutôt l'idée du catholicisme, c'était de dire que je n'ai pas l'impression d'être tenue dans la religion catholique dans un rapport
infantilisant, où quelque part je ne serai pas mon propre maître. Le libre arbitre est là, et le libre arbitre me permet, encore une fois, d'être ma propre personne face à Dieu, et d'être dans un rapport où je peux faire mes choix, où Dieu, quelque part, ne m'impose rien. Je ne suis pas écrasée par lui. Voilà. Fergan Aziari. Juste pour répondre à quelques auditeurs qui me disaient que mon corps ne m'appartient pas, ce que je trouve formidable avec le libéralisme, précisément, c'est que comme ce n'est pas une idéologie au sens total et complet du terme, bien c'est une philosophie qui est soluble dans une multitude d'idéologies. Oui. Et donc aujourd'hui, moi, je ne nie pas du tout le fait que les catholiques soient légitimes à considérer que leur corps appartient à Dieu. Très bien, grand bien vous fasse. Si vous voulez vous considérer comme de simples usufruitiers et laisser l'abusus à Dieu, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais ce que je demande, en revanche, c'est que l'on considère que ceux qui revendiquent cette propriété directement, eh bien, puissent le faire. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je considère que mon corps m'appartient, donc il n'appartient ni à Dieu, ni à l'État, ni à qui que ce soit. Eh bien, je pense qu'on peut tout à fait s'entendre sur le fait que, eh bien, je suis légitime à me revendiquer propriétaire de mon corps, tout en laissant le choix aux catholiques, eh bien, de considérer que eux sont les simples usufruitiers d'un corps qui appartient à Dieu. Bien, une auditrice, la vente d'organes ou le don du sang devrait être gratuit et non vendu, ça devrait être illégal de vendre des organes. Ça l'est, et la conséquence, c'est la pénurie. Alors, oui. En passant, quand vous donnez votre sang ou votre moelle épinière, vous ne touchez rien. Hein. Un petit sandwich, à la rigueur, si vous êtes évanoui, mais c'est tout. Oui, un bon sandwich, même quand vous donnez vos plaquettes sanguines. De jus. Témoigner. Un petit peu de jus d'orange. Vous êtes bien nourri pour les plaquettes sanguines. Et si vous voulez donner votre moelle épinière, il en manque toujours. Il y a l'association de Laurette Fugain qui est remarquable. Oui, c'est à ça que je parle, à ça que je faisais référence avec les plaquettes sanguines. Un bon gueuleton. Alors, un auditeur nous dit bravo Emmanuel Gave. Son discours est intelligent, clair, humain et libéral. Alors, Fergan, libéral, peut-être même vais-je voter pour un Dupont-Aignan, donc qui m'a toujours paru un étatiste un peu vieillot. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer vous marquez des points. Vous savez, je crois fermement, encore une fois, à cette citation de Burke que nous utilisons souvent. C'est rien de grave ne peut arriver dans un pays quand se lèvent les hommes d'honneur. Et je pense fermement, encore une fois pour le connaître personnellement, que Nicolas Dupont-Aignan est un homme d'honneur. Donc mon engagement procède aussi de cette constatation. Vous aurez peut-être d'autres occasions d'en parler. La route est longue d'ici le 26 mai. La route est longue. Je reviendrai peut-être en disant que j'étais très très déçu. Non, j'espère. Comme vous voulez. Alors, un auditeur, tous ces quiproquos autour de la gestation pour autrui, etc., n'est-ce pas la théorie de George Huxley dans le meilleur... C'est pas Aldous Huxley c'est Huxley, c'est donc la dystopie. Aldous Huxley, le meilleur des mondes, ou enfin je me trompe peut-être, est-il vrai que, puisque je ne l'ai pas lu, est-il vrai que les premières conceptions du communisme ont été pensées et travaillées par Platon? Merci pour votre réponse. Alors oui, je crois. Platon pensant du collectivisme, oui, sans doute, voilà, sans aucun doute. Après, Platon favorable à la propriété de son corps à la GPA, je ne sais pas s'il allait jusque-là. Oui. Alors, une auditrice, pour moi, ce sont des sophistes. Le vivant n'a pas de prix, il n'est pas une fabrication de l'homme. Mm-hmm. Oui, alors... Oui. Le vivant n'a pas de prix, bon, je ne sais pas. Est-ce que quand on achète des animaux, on ne commerce pas du vivant Si. Mais l'animal, dans le Code civil, est considéré comme une chose, à tort ou à raison. D'ailleurs, il a été question de changer ça. Mais encore une fois... il y a les choses et les personnes dans notre droit civil. Et le fait d'être vivant, là on part dans des concepts sophistes, qui a été le bac de français du reste de cette année des sections scientifiques, qui était de savoir, est-ce que c'était les passages, je crois que c'était Descartes, qui disait, mais est-ce que l'animal ne nous est pas égal puisqu'il souffre? Donc on arrive à la conception effectivement philosophique, détermine-t-on par la souffrance la personne se qualifie-t-elle par sa capacité à souffrir? Une question. Oui, alors une question d'ailleurs à laquelle répond Jean-Philippe Delsol dans le Journal des Libertés, le numéro 2 du Journal des Libertés. Alors il répond non d'ailleurs, il dit que ça ne suffit absolument pas. Le Journal des Libertés numéro 2 qui est paru à la fin septembre et que vous pouvez trouver sur journaldeslibertés.fr. Sans accent évidemment, journaldeslibertés.fr, donc numéro 2, avec dedans de nombreuses... un dossier sur éthique, libéralisme, catholicisme, voilà, et qui fait suite à la publication par le Vatican d'un document Questions économiques et questions financières en mai dernier,
qui fera d'ailleurs aussi l'objet d'une rencontre de l'Association des économistes catholiques le 27 octobre prochain. Catholique très présent dans cette émission sur la bioéthique. Voilà. Bonjour madame, bonjour messieurs, nous dit un auditeur. Dans votre raisonnement sur la contractualisation des corps, il faut faire un contrat à 3, le demandeur, la porteuse et l'enfant à venir, futur adulte. Mais comment obtenir son accord, en effet. Oui, ça va être un peu difficile voilà, in utero. C'est pas simple. Comme disait très justement Emmanuel Gave, personne ne choisit de naître. D'ailleurs, c'est vrai absolument. Pour tout. Les objets ne choisissent pas d'exister. Même pour les méthodes de procréation traditionnelles. C'est-à-dire que personne n'a eu la chance d'être consulté voilà, en amont. En amont. Voilà. C'est un tort. Oui, il faut réparer ça. Nous n'avons pas réussi à en sortir. Est-ce que la question de l'interruption volontaire de grossesse ou avortement fait partie des questions de bioéthique ? Je ne sais pas si elle sera traitée pour la révision des prochaines lois, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut inclure dans le débat, en effet. Oui. Parce que là, en l'occurrence, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il me semble que c'est précisément le droit de propriété qui est invoqué, celui de la mère ou celui du nourrisson. Celui de la mère ? Pardon. Alors, en l'occurrence, c'est-à-dire celui de la mère jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, puisque à partir de 14 semaines d'aménorrhée, on considère que le fœtus est un sujet de droit, puisque précisément il y a eu toute une construction juridique qui s'est faite au fil du temps et de la jurisprudence, qui effectivement a dû marcher sur des œufs, puisqu'il fallait tout à la fois permettre l'avortement légalement, tout en ne qualifiant pas l'embryon. Donc, parce qu'à partir du moment où on le qualifie si on venait à le qualifier en tant que personne, dans ces cas-là, on ne pourrait plus permettre l'avortement légal. Oui. Donc, il y a une espèce de tâtonnement qui s'est aussi posé pour les embryons congelés dans le cadre de décès du père. Est-ce que c'était des enfants en devenir ou pas ? Est-ce que la mère, en se faisant réimplanter et en ayant des enfants de ces oui. œufs congelés, les enfants de ce moment-là entraient-ils dans le droit successoral ? Entraient-ils dans la dévolution successorale ? Il y a des enfants, je crois, qui sont nés en Australie, peut-être ailleurs d'ailleurs, voilà, qui sont nés comme ça, des enfants qui très sont postérieurement à la mort de leur père, du père, mais qui étaient quand même des enfants qui avaient été faits par embryon congelé avant. Ce qui arrive aussi quand le père est un soldat qui meurt à la guerre juste après avoir... Voilà, mais il y a un délai de viduité dans le Code civil, après la mort du père, en général, on compte que si un enfant ne naît pas dans les 10 mois, voilà, c'est fini. C'est louche. Voilà, la succession est fermée. Donc tout ça ouvre effectivement des questions immenses. Et c'est, alors là, je vais revenir dans mon camp, mais qui, à mon avis, doivent être traitées aussi au niveau national. Et ce sont des questions pour moi sur lesquelles les Français devraient être interrogés de façon peut-être référendaire, encore une fois, en ouvrant le référendum d'initiative populaire, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous, ce sont des questions qui vont paramétrer notre société dans le futur. Et je trouve ça dommage de laisser ça pour l'instant à Bruxelles, qui nous sort des décisions qui ne sont pas forcément en lien avec nos affects. Oui. Et je trouverais pas mal que ces questions-là soient posées à hauteur nationale, déjà. Moi, je trouve ça passionnant, dans le cadre d'une émission comme ça, de traiter cette question. Je ne sais pas si, dans le cadre national, on peut se permettre le luxe de tous ces débats qu'en général la gauche jette dans les pattes de la droite pour occuper le terrain pendant 6 mois, 1 an, etc. Là où il y a beaucoup d'autres questions qui me semblent bien plus prioritaires, disons. Oui, mais... non pas d'ailleurs, d'un point de vue moral, ce sont des questions absolument prioritaires, on est d'accord. Mais alors, oui. ça rejoint les questions de fin de vie, puisqu'on arrive donc sur les questions d'euthanasie aussi, puisque qui dit propriété de son corps dit aussi potentiellement pouvoir d'arrêter quand on veut, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'on fait entrer dans le débat des questions qui nous concernent tous et qui peuvent être fondamentales aussi sur le coût. Prenons la PMA, je fais vite, mais la PMA, la GPA, si on décide demain qu'elle serait légale, ça veut dire que ça va évidemment rentrer dans le cadre de la sécurité sociale, parce qu'on ne va pas imaginer que ça ne serait pas remboursé à 100% cette affaire. Mais ça, c'est deux questions. C'est-à-dire que je crois que le droit d'avorter et le droit à l'avortement sont deux questions tout à fait différentes. On est tout à fait d'accord, mais force est de constater qu'en tout cas, en France, quand on permet quelque chose, on le rembourse direct derrière. Oui, donc je n'ai aucun doute sur le fait que ça sera remboursé, et on a vu où on est notre sécurité sociale. Remettons en cause cet automatisme. Je voulais bien clarifier effectivement la propriété privée, c'est-à-dire je suis propriétaire de mon corps, je fais ce que je veux, mais je n'ai pas à forcer les autres à me subventionner. Mais c'est une question effectivement intéressante, toutes ces questions de bioéthique qui méritent d'être débattues socialement, dans la société civile, mais je ne suis pas sûr, en ce qui me concerne, que la collectivité soit légitime à régenter des décisions aussi intimes. C'est-à-dire que si on part de la certitude que l'affiliation, que les problèmes de filiation, les problèmes de procréation peuvent être contractualisés et peuvent être relégués
fait dans la sphère privée, alors la collectivité, elle est légitime à débattre de ces pratiques, mais selon moi, elle n'est absolument pas légitime à délibérer sur ces pratiques en les prohibant. Ensuite, que certains veulent effectivement propager des valeurs traditionnelles par la parole et par l'exemple en essayant de convaincre autrui du bien fondé ou du mal fondé, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, de telle ou telle pratique, bien, très bien. En revanche, il faut là encore, je crois, séparer ce qui relève de la société civile et ce qui doit relever de la délibération démocratique, de la même manière que je considère que la démocratie n'est aucunement légitime à délibérer sur le choix des conjoints des uns et des autres, elle n'est pas légitime non plus à délibérer sur des choix aussi intimes. Là, non, Emmanuel Gave. Oui, ma question n'était pas de dire. De toute façon, aujourd'hui, la question ne se pose pas, car les référendums ne peuvent être que sur des questions constitutionnelles. Donc, le droit. Ma question était juste de dire, est-ce que, en fait, aujourd'hui, parce que j'ai eu l'impression, par exemple, pour le mariage pour tous, qu'il y a eu un grand ramdam qui, en fait, concernait, 300 000 couples. Donc, et parfois, avec la GPA et la PMA, j'ai un peu la même impression. Je me dis, encore une fois, on embête, entre guillemets, 60 millions de Français parce que 300 000 personnes, voilà, ont des envies. Est-ce bien légitime ? Voilà quelle était ma question référendaire. C'était simplement de dire, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un sujet brûlant et que c'est vraiment en top priorité dans votre liste ? Je me permets de douter. D'accord, bien. Alors, nous allons peut-être clore ce débat, mais enfin, c'est vrai que cette question-là, entre le droit d'avorter et le droit à l'avortement, pose un vrai problème, parce qu'on force des catholiques, on va dire, à payer pour des avortements qu'ils considèrent comme des meurtres, et libre à eux de les considérer comme tels. Et du coup, c'est vrai que ça crée un deuxième débat dans le premier, enfin, disons, qui rend plus complexe ces questions. Alors, une dernière remarque d'ailleurs d'un auditeur sur la question bioéthique. Vos propos ramenant à l'éthique et la question du caractère sacré de l'être humain à une question de validité d'un contrat prouve bien la marchandisation de l'être humain. À ce titre, pourquoi interdire les passeurs puisque leurs clients sont volontaires et les payent, ce qui nous ramène d'ailleurs à nos débats de juillet et d'août. Des questions qui sortent de ce champ bioéthique et de la première partie, enfin qui portent sur la première partie de notre débat tout à l'heure. Pour élargir votre débat, vous pourriez inviter Valérie Bugeaud et Jean Rémy qui ont écrit Du Nouvel Esprit des Lois et de la Monnaie. Ils montrent les origines de la dérive anglo-saxonne où nous sommes. Vous en prenez en bonne note. Alors, il y a un monsieur, je vais rentrer en contact avec lui puisqu'il a son courriel qui me dit, vous avez déclaré dans une émission précédente que Monsieur Reichmann avait dit la vérité à propos de cette prétendue mise en concurrence. Ne vous contredite pas à présent, s'il vous plaît, je possède l'enregistrement. Alors je serais très curieux de la voir. Non, je suis pour la mise en concurrence, si c'est peut-être là qu'il y a erreur. Je suis pour cette mise en concurrence des... Mais vous n'avez jamais prétendu qu'elle était légale à... Non, voilà, moi j'ai toujours... en témoigner. Enfin, dans toutes les émissions que j'ai été, j'ai entendu... Alors j'ai dans ce studio 2 personnes qui témoignent en ma faveur, et je vous en remercie, voilà. Et il dit également, vous venez d'affirmer qu'une directive de Bruxelles existait en ce sens, mais n'avait pas été transcrite en droit français. Vous avez donc mal lu mon message. J'ai étudié de près les textes européens, aucun d'eux contient cette mise en concurrence. Bon, je ne sais pas trop quoi. Voilà, est-ce clair ? Non, ce n'est pas tout à fait clair, mais je rentrerai en contact avec vous. On sait que l'Amérique, nous dit un auditeur, a un lien avec la France. Comment cette dame qui a une culture anglaise s'explique-t-elle sur cette différence de culture, sur cette richesse ? Oula, ce sera le débat d'une autre... Enfin, j'ai pas compris la question. Ah ben alors là, je vous offre le papier. Et puis quelqu'un... Un auditeur qui nous dit Mademoiselle, vous avez dit, je crois qu'il serait néfaste de retourner vers la Banque de France. Depuis Pompidou, je crois que nous avons remis notre sort entre les mains des banques privées. Est-ce mal ? Bien sûr, non, c'est bien de faire rentrer l'État dans le droit commun, je crois, et qu'il emprunte aux mêmes conditions que tout le monde. Voilà, merci aux auditeurs et à nos invités. La prochaine émission aura lieu le 7 novembre. Le thème de l'émission du jour était « Les idées libérales peuvent-elles éclairer les questions de bioéthique ?» Le 7 novembre, nous inviterons peut-être un économiste pour parler des prix Nobel qui ont été récemment décernés. Je remercie Jacqueline Balestier qui m'a aidé à préparer cette émission, Franck à la réalisation, je remercie aussi Enora et Blandine au secrétariat, et je vous donne rendez-vous donc le 7 novembre. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des économistes dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 10 octobre 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Franck.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.